Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour que chaque histoire de femme et de mère soit honorée et célébrée. Des histoires authentiques et pures dont le but est de nourrir et fortifier sa maternité par la curiosité. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial que je vous propose puisqu'on est le 15 février et comme chaque année à cette date, c'est la journée mondiale dédiée au cancer de l'enfant. Il s'agit d'une journée annuelle de mobilisation et de sensibilisation autour des tumeurs de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. À cette occasion, c'est Christine, une maman de 2 enfants, qui vient nous parler de son parcours et de celui de sa fille, à qui on a diagnostiqué une leucémie lorsqu'elle avait 14 ans. Je vous laisse embarquer dans ce TGV comme elle le nomme, qui l'a happé ce 15 juin 2019, dont elle ne connaissait alors pas la destination. Bonjour Christine. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on se suit sur Instagram et tu m'avais contactée il y a un petit moment. J'ai découvert la femme que tu es, j'ai découvert la mère aussi que tu es à travers ta page Instagram, ton site internet aussi et les nombreux posts aussi que tu publies. Et aujourd'hui, en tout cas, on a décidé de faire cet épisode qui sort cette journée-là, le 15 février, qui est une journée qui est dédiée au cancer pédiatrique puisque ça va être le sujet de notre épisode ensemble, puisque tu vas venir nous témoigner, nous faire part de ton expérience, de l'épreuve qui vous a touché aussi au plus près avec justement le cancer de ta fille qui est la leucémie. Donc tu vas pouvoir nous développer et nous en parler plus en détail. Mais avant, je voulais juste partager quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que tu es une femme qui est extrêmement généreuse, rayonnante et très touchante à travers notamment aussi les livres, tes livres que j'ai pu lire, mais par toutes tes petites attentions qui m'ont beaucoup touchée. J'ai pu lire 2 de tes livres et tu as pu mettre des attentions très émouvantes dans le petit colis que tu m'as envoyé avec notamment une magnifique aquarelle de mon logo, des attentions, des mots aussi dans chacun des livres. Et voilà, c'était pour d'emblée présenter la femme que tu es. Et je voulais t'en remercier en tout cas parce que ça me touche beaucoup de pouvoir faire cet épisode aussi sur ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, Christine, je te laisse te présenter d'abord, nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais et qui tu es, avant de parler et de rentrer dans le cœur du sujet. Merci Marion, je suis très très touchée par tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que souvent on dit que je suis une femme aux multiples facettes Ouais. et c'est vrai que si j'ai pas toutes ces facettes, je m'ennuie. Mm. Donc actuellement, je suis professeure des écoles Ouais. en activité et j'ai une mission aussi syndicale à mi-temps Ouais. pour aider les collègues parce que et surtout aussi, je pense que là on est dans une émission où il y a des mamans. Oui. Heu, pour les mamans, ça a pas l'air aussi simple que ça d'être aussi une enseignante. Oui. Heu, on a peut-être le temps, mais on n'a pas que le temps, qui est avec nous et il y a tout ce temps mort qu'on ne voit pas. Donc voilà, j'ai depuis cette année aussi des missions, syndicales pour aider mes collègues et sinon je suis écrivaine, voyageuse, blogueuse, donc illustratrice et j'ai aussi beaucoup pratiqué le coaching, coach mieux-être. Je suis micronutritionniste et nutrithérapeute, professeure de PS et j'ai eu, avant d'être maîtresse, une vie de danseuse et chorégraphe. J'étais professeure de danse et chorégraphe pendant 20 ans. Waouh, Bon, waouh, waouh, waouh. voilà. Mais c'est pas fini. En plus, c'est tellement long. Mais quand on va rentrer en détail, je pense que les gens vont encore plus saisir cette fameuse personne multiple facettes que tu es. C'est incroyable. Alors peut-être pour commencer, Christine, on va parler en tout cas du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le cancer qui a touché ta fille. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous évoquer comment tu en as eu connaissance? Comment vous en avez eu connaissance? Je suis séparée de leur papa, donc voilà, je suis divorcée. Ouais, Et mes enfants revenaient de vacances de chez leur papa. Donc c'était les vacances de Noël. ouais, Et, et c'est drôle, enfin je sais pas si... bon, les gens savent qu'on enregistre avant, hein, oui. mais hier c'était exactement le 10e anniversaire de l'annonce de sa maladie.
Donc voilà, c'est quand même émouvant d'en Ouais, parler. c'est sûr. Et donc Clara était fatiguée, hein, donc je lui ai dit, comme toutes les mamans du monde: «Tu qu'à te coucher plus tôt et puis, tu allée chez ton papa, tu t'es encore couché tard», parce que forcément il se couchait plus tard chez le papa Mmh. et voilà quoi, donc c'est tout, pas plus. Va te coucher plus tôt et j'ai une amie médecin qui a dit la même chose à son fils, qui était complètement dans le canapé toujours abachi et qui lui a dit: «Mais bon sang, remue-toi quoi». Et donc voilà, c'est vraiment une 1re impression qu'on avait tous et toutes. Et puis, Clara était sportive de haut niveau à la base. Elle faisait du triathlon, elle était dans Espoir française et donc elle avait aussi, monté de créneaux d'entraînement. Je crois qu'elle en était à 15 heures semaine, 15-20 Ouais, heures. donc Donc intense, c'était ouais. Mmh. beaucoup et donc à ce moment-là, je lui ai dit: «Mais tu sais», après bon 2-3 jours après, je dis: «Mais tu sais, c'est normal, tu t'entraînes beaucoup, tu es fatiguée, faut que tu te couches tôt donc et après tu vas voir l'entraînement». Ouais. Et elle est rentrée de l'entraînement, elle dit: «Maman, j'ai pas pu», on habitait en Ardèche, donc il y avait beaucoup de montées. Elle dit: «J'ai pas pu faire la montée, j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal partout», mais toujours je n'étais toujours pas inquiète. Parce que je pensais vraiment que c'était de la fatigue. Enfin, il y avait rien sur son visage qui montrait sur son corps. Elle était juste fatiguée, on entendait juste parler de fatigue Ouais. et le lendemain, donc ça a commencé donc du dimanche soir et là maintenant on est mercredi matin, Ouais. jeudi matin pardon. Mmh. Nous sommes jeudi matin et là elle se réveille, elle vient me voir, elle dit: «Maman regarde, j'ai des boules sur les jambes» et là ça c'était par contre super impressionnant. Elle avait, vous savez quand un enfant tombe par terre et qu'il se cogne la tête, souvent on dit ça fait un œuf, enfin chez nous on dit ça fait un œuf de pigeon. Mmh, Ça ouais. fait tout de suite une grosse bosse, pfiou, Ouais. et elle avait ça sur les jambes, elle en avait 2 devant, 2 derrière, à chaque bas de jambe. Waouh. Et là, je la regarde, je dis: «Mais Clara, tu vas pas aller à l'école, on va aller chez le médecin». Elle me dit: «Non, je vais à l'école». C'était une ado Mmh. Bah oui. et Mmh. l'ado a dit: «Je vais à l'école». Le Mmh. temps que je me retourne, elle était en train de prendre le bus et donc moi, je vais au travail et j'étais directrice d'école, hein, à l'époque Ouais. et j'arrive au travail et je sais qu'on devait accueillir des primo-arrivants. Enfin, c'est une école difficile dans laquelle je travaillais. C'était une école où il fallait vraiment aller travailler Mmh. et dans ma tête, ça tourne. Enfin, tout ça se passe en 10 minutes où je dis aux collègues: «Écoutez, Clara est fatiguée, je pense que je vais aller chez le médecin» et les collègues pas forcément contentes que j'abandonne le Ouais. navire et qui me disent: «Oui, mais tout le monde est fatigué, c'est le mois de janvier, il y a les épidémies, tout Mmh. ça, tu peux pas nous abandonner», et au bout d'un moment, je me retrouve en larmes dans les bras d'une collègue dans ma classe et elle me dit: «Vas-y quoi». Puis enfin, on se dit: «Vas-y», moi je lui dis: «Je peux pas rester là, je peux pas rester là», parce que je me disais: «C'est le feu de Saint-Antoine, il y Ouais. a un truc avec son cœur». Enfin Ouais. là, à partir de ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose, mais quoi, on ne savait pas. Mmh. J'imaginais jamais un cancer, hein. Je vais la chercher au collège. Donc là, du coup, elle est comme parce qu'elle m'envoyait plein de messages: «Oui, tu m'as laissé partir toute seule, il pleut», enfin, Mmh. un ado, quoi. Oui, ouais, c'est sûr, ouais. Qui comprend qu'il devait pas partir, mais qui donc je vais la chercher, on avait quand même été la veille chez le médecin parce qu'elle avait des petits ganglions à la base du cou et je lui avais dit: «Écoute, tu as peut-être la toxoplasmose, donc c'est bien». Pour moi, elle avait la toxoplasmose, elle était un peu fatiguée, on a des chats à la maison, donc c'était bien. Comme ça, quand elle aura un bébé, elle serait protégée. Mais vraiment, j'en étais pas à plus que ça et on est allé faire la prise de sang. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin à 12h30. On est allé voir le kiné parce qu'elle est allée chez le kiné, je m'étais dit: «Peut-être en la massant, il a trop massé, ça fait des bosses». Enfin, on essaye de trouver tellement de choses Bien sûr, ouais. et à 12h30, je retourne chez le médecin et là, c'était incroyable parce que c'était pas le même médecin que j'avais vu d'habitude. Il il me demande, il ausculte, il ne dit rien Mmh. et il me dit que c'est peut-être aussi la mononucléose et il prend vraiment en compte, je m'aperçois qu'il prend vraiment, mais vraiment en compte la fatigue de Clara. Mmh. Il prend vraiment en compte, il regarde ses jambes, il prend un post-it, il me dit: «C'est quoi le numéro du labo?» Il a des tas d'actions, qu'il a pas d'habitude, extrêmement rapprochées. C'est-à-dire, jamais il n'appelle le labo pour avoir les résultats. Ouais, ouais. Voilà, après on est allé manger, impossible de faire à manger, on s'est retrouvés dans un petit restaurant chinois. On est rentrés à la maison, Clara fatiguée est allée se coucher donc,
et à 15 heures, le téléphone sonne. Plusieurs fois, j'ai appelé une copine pendant ce temps-là et donc je raccroche parce que c'était un numéro, enfin, c'était le numéro du médecin, mais je ne le savais pas puisqu'il Oui. n'appelle jamais avec son portable personnel. Mmh. Et voilà, il me dit: «Clara», et l'annonce est assez, alors je lui reproche pas du tout. Je sais qu'il y en a qui me disent: «Oui, c'est violent», Mmh. mais honnêtement, moi, je préfère savoir et après, je préfère me prendre une grosse claque et après me dire: «Bon allez, maintenant on va remonter». Mmh. Plutôt que d'avoir des petits morceaux, ça tu as dû le voir dans le livre au moment Ouais. du la prothèse de hanche, c'est tous les jours, une Oui. petite non, «Ah bah, c'est pour être, moins violent». Je fais: «Non mais donne Mmh. moi tous les jours j'essaye de me relever et tous les jours vous m'en remettez une couche quoi». Donc voilà, l'annonce, votre fille elle a une leucé Clara elle a une leucémie. J'ai déjà tout organisé, l'hôpital est au courant, vous êtes attendus à Léon Bérard, qui est le centre, cancérologie de Lyon, et vous appelez le taxi de votre choix. Voilà. J'avais récupéré mon fils au lycée entre-temps, Ouais. qui était à la maison, et donc je me suis retrouvée en 10 minutes à gérer la valise, le réveil de Clara, l'annonce à Clara, et pour mon fils qui était en seconde, je crois, ou en première, peut-être en première, oui, il était en première. Et pour mon fils, trouver quelqu'un où le caser parce que, Bien sûr. Mmh. et tu vois, je dis caser, ça va peut-être choquer certains, mais à ce moment-là, c'est le Mmh. caser dans un foyer où on va prendre soin de lui. Donc j'appelle son meilleur ami et ça, c'est incroyable, le père de son meilleur ami dont j'avais le numéro, qui travaillait aux impôts, il m'a dit: «J'arrive tout de suite». On est en semaine, hein. Mmh. Il a Mmh. tout lâché, il est venu tout de suite, il est venu chercher Gauthier. Donc c'est Mmh. vrai que c'est, en quelques heures, tu te demandes ce qui se passe, mais en un quart d'heure, ta vie, elle a changé de cap. Et il y a un copain à Clara là qui le dit qui était venu jouer à la maison, enfin qui était venu plusieurs fois à la maison, et qui dit: «Mais Christine, je vois très bien ta porte quand tu dis: "Je ferme la porte". Je sais très bien que plus rien ne se passera pareil Ouais. derrière". Il Mmh. dit: «Je visualise tellement ce moment». Et je m'en suis aperçue après, tu as dû le voir, c'est que quand je fais le rail de Décolibri, il y a cette porte que je ferme et dont je parle aussi. Je trouve que ces moments sont importants. À un moment, tu fermes la porte et tu sais que tout va changer, quoi. Ouais, totalement. Et justement sur, l'annonce, à Clara, comment à ce moment-là, est-ce que tu lui annonces de la même façon un peu que le médecin, te l'a annoncé? Ou, quels sont les mots qui te viennent? Est-ce que tu arrives à penser à ce qui va sortir de ta bouche ou tu y vas aussi, franchement que le Oui, médecin? je réfléchis, avant de rentrer, ben, toujours pareil, d'ouvrir cette porte, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais lui dire?» Après, il faut savoir aussi que moi, leucémie, à cette époque-là, j'ai rencontré plein de gens, hein, aussi, j'étais pas sûre enfin, le mot cancer n'était pas dans ma tête. Oui. Mmh. Le mot leucémie, maladie grave, oui, Mmh. mais le mot cancer n'est pas apparu dans ma tête à ce moment-là, et j'ai pas posé la question: «Est-ce que c'est un cancer?» Sinon ça aurait été encore peut-être plus grave pour moi. Je pense que mon cerveau a fait un blackout, Mmh. et donc je n'ai d'autres mots que ceux du médecin. Je réveille Clara, je lui dis: «Clara, tu prépares ta valise, on en a pour un long moment, tu prends de quoi t'occuper. Le médecin vient d'appeler, tu as une leucémie, on va à l'hôpital». Voilà. De toute façon, dans notre famille, enfin, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. On a toujours eu, que ça soit violent ou non, ce que j'ai essayé de mettre en place avec mes enfants, c'est l'honnêteté. Oui. Mmh. Quelle qu'elle soit, la vérité, quelle qu'elle Mmh. soit, on se l'a dit, même si c'est dur, c'est notre leitmotiv dans la famille, la vérité. Ouais, ouais. Alors pour le coup, c'est ce fameux TGV dont tu parles dans le livre, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, en début, d'épisode, mais cette histoire, que tu racontes, là, moi je l'ai, déjà un petit peu, appréhendée à travers le livre que tu as écrit, «Moi j'ai pas le cancer», qui, parle alors de 2, en tout cas de d'une maman et de sa fille Victoire et de son fils, Vincent. Mais j'avais besoin de poser cette question peut-être en début d'épisode. Pourquoi, au vu là de ce que tu viens de nous dire, pour quelle raison tu as choisi, le nom des personnages différents, alors que l'histoire est quand même, très proche de la tienne?
Ben voilà, parce que comme tu le dis, l'histoire est proche. Ouais, Alors je t'explique pourquoi j'ai beaucoup hésité entre faire une biographie et un ouais, roman autofiction. Et j'ai eu la chance, avant d'écrire mon livre, de voir, au moment où vraiment j'allais rentrer dans la grosse écriture du livre, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Werber et de voir qu'il faisait une masterclass écriture dans ma région. d'accord. Et j'ai beaucoup discuté avec Bernard, on a bien sympathisé parce que c'était sur plusieurs jours, je crois, je sais plus, 3, 4, 5 jours, je ne sais plus combien de temps. Et je lui ai demandé son avis parce que j'étais toujours pas sûre de moi. Et il m'a dit, Christine, écris un roman. Enfin, c'était une proposition, hein. Oui, Parce que si tu écris une histoire vraie, tu vois, comme le rail des colibris, là, c'est exactement ça. C'est le rail des colibris, Nana rêve un vélo, on est tel jour, il s'est passé ça, c'était telle personne, il n'y a rien de changé. Il me oui. dit, si tu écris un roman, tu fais ce que tu veux. Et par exemple, je Mmh. t'ai annoncé au début du podcast que j'étais prof des écoles. Dans le bouquin, Léa, elle est DRH. Oui, c'est ça. Mmh. Tu vois, je suis aussi tenue par mon métier Bien sûr. au devoir de réserve. Mmh. Ouais, Et donc, et puis, j'avais aussi envie de garder une part d'intimité. Et honnêtement, ouais, c'est ce que je dis tout le temps au salon du livre, si ça avait été une biographie, ça aurait été extrêmement chiant à lire. d'accord. Mmh. Parce que tu vois, non, mais il faut être clair, quoi. C'est dans le livre, bah, on voit bien la tristesse au début, c'est assez émouvant, hein. Oui, Mais si ça avait été une biographie, ça aurait été illisible. ouais, je vois. Parce Mmh. que il y a quand même, c'est quand même le livre est quand même, même si ça peut sembler étonnant, édulcoré Mmh. pour être lisible. Oui, je me doute. Et, Ah bah, je me doute, oui. et Oui, oui. Mmh. ouais, et tu vois, et il est lisible. Et en plus, ce qui me touche énormément, c'est que des élèves de CM1 et de CM2 se l'accaparent. Oui. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Waouh. Mmh. Donc, ils s'accaparent au collège. Il y en a qui le présentent au brevet des collèges. Enfin, voilà, ils s'accaparent à plein d'âges, par aussi les enfants. Et je pense que du coup, il aurait été lisible, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que c'est un livre qui est lisible Ah pour tous les totalement. niveaux d'âge, quoi. Et comme tu vois aussi, les petites notes à moi-même de Léa. Ouais, ça c'est magique. Ça vraiment, ouais. C'est le petit plus, j'avoue, qui fait aussi que, Et on oui, rentre vraiment dedans et on est vraiment, on vit l'histoire à fond aussi avec ça. Et qui résonne aussi, quelle que soit l'histoire, en tout cas de la voilà. lectrice ou du lecteur, ça résonne, ouais. Et ça résonne chez toutes les mamans du monde, ces petites Mmh. notes à moi-même. C'est ça. Et en fait, je ne peux pas dire, si ça avait été un roman, le jour de l'annonce, note à moi-même, blablabla, Ouais, bla, bla, bla. c'est Non, vrai, c'est c'est vrai. beaucoup trop léger, tu vois. Ouais, totalement. C'est note à moi-même. Moi, quand, ben, tu vois, là, dans le taxi, quand j'annonce à mon ex-mari que Clara est Mmh. malade et que je me fais encore pourrir parce que Mmh. les médecins du Sud sont tous des cons, Mmh. euh, et ben, tu vois, la note à moi-même, c'est quand parce que ça, c'est important. Quand tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te prend ton énergie, il Ouais. y a la majorité des gens essayent de justifier, de continuer la discussion, ça dure des heures. À la fin, on est vide. Mmh. Or, note à moi-même de Léa, il y a un truc tellement simple, le bouton rouge. Et Ouais. il y a même une note à moi-même que j'aurais pu mettre. Après, on ne le fait pas avec le papa de ses enfants, parce qu'on ne sait jamais. Mmh. Si tu bloques, pourquoi tu t'obliges à recevoir une annonce à chaque fois? Moi, j'ai une C'est amie, vrai. là, je lui ai dit, bloque, Mmh. bloque les mails, bloque le téléphone, ne fais plus en sorte C'est qu'ils vrai. viennent t'importuner sur ton Mmh. portable. Mmh. Et toutes ces réflexions, en fait, tu veux que je t'explique les notes à moi-même, d'où elles viennent? Ouais, ouais. Quand j'écris un livre, je l'écris pas pour moi, sinon ça s'appellerait un journal intime. Oui. Effectivement, pour le roman, ça Ouais. serait illisible. Ouais. Et, donc, en fait, je choisis. Donc là, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, vous abonnez sur mes réseaux. Le prochain livre est en cours. Je choisis sur mes réseaux sociaux des gens pour faire la bêta lecture. Ah! OK. Donc, tu vois, pour le roman, moi, j'ai pas le cancer. Il y avait des gens du milieu médical, des gens du milieu non médical. Il y avait des gens qui avaient vécu la maladie. Il y avait des gens Mmh. qui ne l'avaient jamais vécu. Il y avait aussi une dame qui avait perdu son enfant parce que je voulais être lisible aussi par ces gens-là, Oui. tu vois. Et dans ces personnes, il y a une amie à moi que j'ai.
Alors, je choisis très peu de gens que je connais. J'aime bien que ce soit des gens que je ne connais pas aussi. Donc, il Mmh. signe un contrat, etc., hein. Ouais. Et j'avais une amie à moi que j'avais choisie parce que je savais que si elle avait eu envie de me dire, Christine, c'est de la merde ton truc, elle me Elle l'aurait l'aurait dit, dit, et comme ouais. ça. Mmh. Elle aurait Ouais. même pas mis tes formes et Mais tout. on a besoin de Elle personnes comme l'aurait ça dit aussi, hein. comme Ouais. ça. Ouais. Et j'avais besoin, comme on dit, il faut Mmh. être lu par ton meilleur ennemi, Ouais. parce que du coup, tu sais exactement tous les points faibles de ton livre. Ouais. Et donc j'aimais bien parce que tous les jours, elle mettait des post-it sur les réseaux sociaux. Il est 2 heures du matin, je n'arrive pas à le lâcher. Il est super bien écrit. Merci. Ouais. Par contre, je t'en veux. Je dois me lever à 6 heures. Je vais être fatiguée. Donc tu vois, c'était comme ça tout le temps. Et après, donc j'étais très contente, hein. Et après, quand on fait toujours un point téléphonique d'une petite heure avec la personne qui a lu, pour que je puisse faire les éventuelles modifications. Ouais. Et elle me pose une question. Elle me dit, Christine, pourquoi as-tu écrit ce livre? Bah, je dis, écoute, ça se voit quand même. Je l'ai écrit pour partager, pour aider les Pour gens, pour leur donner des sensibiliser, ouais. Mmh. conseils, etc., etc. Elle fait, bah écoute, ça se voit pas. Je fais, comment ça se voit pas? Elle me dit, non, ça se voit pas. C'est un livre comme tout le monde, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Ton livre, il sert à rien. Mmh. Waouh. Et, euh, là, tu vois, je les remerciais, hein, parce qu'en fait, c'est aussi ce que j'attendais, tu vois, c'est Oui, qu'on bien me... sûr. Mmh. J'attendais pas qu'on me dise, il est bien, il est beau, tout va bien. Il y avait forcément, je voulais l'améliorer. Donc, je repars avec ça. On était fin juin. Et je passe tout mon été avec ça dans ma tête. Et je ne pouvais plus toucher mon livre. Je n'y arrivais pas à le corriger Mmh. parce que ça m'angoissait terriblement. Et un jour, pendant cet été, je me vois sur un transat à Marrakech et je lisais Virginie Grimaldi, et qui écrit aussi des bouquins pour aller, voilà, pour faire réfléchir les gens quelque Ouais. part sur leur histoire. Mmh. Et là, je dis, non mais bien sûr, elle a fait comme moi, son livre, il sert à rien. Avec tout le respect que j'ai pour Bien sûr. Virginie, que j'adore, hein. J'adore ses livres. Et je me suis dit, mais c'est ça, non mais bien sûr. Et d'un seul coup, les notes à moi-même me sont venues dans la tête. Incroyable. C'est ça qui te manque. Il faut que les gens, ils puissent avoir quelque chose qui les guide tout le long. Note à moi-même, il faut faire ça. Note à moi-même, n'oublie pas. Note à moi-même, Mmh. fais parler ton cœur. Note à moi-même, je sais pas, enfin je sais, je les connais pas par cœur, mais voilà, les petites notes à moi-même. Ouais. Hyper Et c'est important, de ouais. là que Mmh. c'est venu. Donc, je suis rentrée, j'ai repris le manuscrit. Je crois qu'en 2 jours, j'avais tout corrigé. J'avais fait toutes les notes à moi-même, que j'avais réfléchi. Et là, je me suis dit, j'ai été plus loin dans mon raisonnement parce que je voulais un outil. Je voulais créer un outil de vie qui puisse accompagner chacun et chacune. Mmh. Et je me suis toujours replacée dans le cas de cette maman qui a son enfant qui est en réa et qui va peut-être partir, ou dans le cas où j'étais le premier jour à l'annonce, où je me suis vraiment demandé, mais pourquoi la vie m'a Mmh. fait ça? M'a donné, tu vois, je dis donner Mmh. aujourd'hui, pourquoi la vie m'a fait ça? Mmh. Et donc c'est de là que je me suis dit, je vais créer le petit agenda perpétuel du mieux-être, Oui. où dedans, il y a les petites notes à moi-même, Ouais. certaines, les positives en tout cas, et qui permettent de guider quelqu'un parce qu'en fait, elles sont inspirées des recherches en neurosciences. Je Mmh. travaille aussi sur les neurosciences Ouais. et voilà, je n'avais pas pensé tout à l'heure. Et en fait, il- les neurosciences nous disent aujourd'hui, les recherches en neurosciences nous disent que on est capable aujourd'hui de programmer notre cerveau pour aller vers notre mieux-être ou pour aller vers nos objectifs. Mmh. On est né dans une société, dans une famille, on a eu un entourage scolaire, professionnel, qui ont façonné les personnes qu'on est Mmh. aujourd'hui. Mmh. Notre alimentation, notre rythme de vie, enfin tout Bien ça. sûr, l'environnement. Et Mmh mh. quelquefois, on entend, tu vois, des gens qui disent, oui, mais de toute façon, je suis née comme ça. Et en fait, les recherches en neurosciences nous disent que nous pouvons programmer notre Mmh. cerveau, nous pouvons le reprogrammer. Et c'est dans cet esprit qu'ont été créées les notes à moi-même, dans le roman Moi, j'ai pas le cancer, et les notes du colibri dans Une nana rêve un vélo, Mmh. et donc l'agenda perpétuel du mieux-être. Pour que chacun puisse se dire, ben non, tout n'est pas fichu, je peux me reprogrammer. Par contre, il faut savoir,
alors c'est toujours pareil, les recherches en neurosciences qui le disent, hein, c'est pas moi, pour changer une habitude de vie, donc c'est ce que je faisais dans mes coachings, pour changer une habitude de vie, il faut 3 à 6 mois. Ouais. Donc, toutes les bonnes résolutions de début d'année, Oui. c'est mort. Il faut qu'elles J'en ai les infusent, tiens quoi. à la fin. Oui. Il y en a trop. Oui, c'est sûr. Et quand je fais mes conférences sur le Mmh. mieux-être, où je parle d'alimentation, de Mmh. psychologie positive, de micronutrition et d'activité physique et sportive, j'insiste bien. Je dis aux gens qui sont là, qui m'écoutent, à la fin, ils ont entendu plein de choses. Il y en a, ils ont envie d'en prendre plein. Je leur dis, vous n'en choisissez qu'une Ouais. ou deux. Et tant que ces deux missions, tu vois, c'est un peu aussi l'objet du bullet journal Mmh. ou que tu as vu sur TikTok. Oui. Mmh. C'est que bah, moi aussi, j'ai besoin de me structurer et je me suis dit, ça peut être un bon outil pour partager aux gens Oui. et pour structurer un petit peu chacun. C'est on se met un objectif par mois et tant que celui-là n'est pas atteint, même s'il faut 2 mois ou 3 mois, c'est normal, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Eh ben, je n'en choisis pas un autre parce que sinon, je vais tout Bien abandonner. sûr, bien sûr. Et les gens que j'ai coachés en alimentation particulièrement et en psychologie positive me le disaient tout le temps. Ils voulaient tout faire. Je dis non, on fait un truc. Et au bout de 2, 3 ans, c'était tellement ancré que quand je leur disais, bah écoute, ça tu peux laisser, bah non, maintenant j'aime bien. Ouais, Comme les petits ouais, ouais. déjeuners, tu vois, Mmh, je mmh pense à mh. une cliente que je coachais, à qui j'avais changé les petits déjeuners. Au début, c'était terrible. Mmh. Et au bout de 2, 3 ans, quand elle est revenue, elle dit, mais non, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est vraiment, Mmh. il faut vraiment ce temps et il est normal. Alors justement, là, tout ce que tu viens de dire, cette philosophie aussi et cette approche aussi, de la vie, est-ce que tu l'as eu, après, tout ce passage, cette traversée, la prise du TGV dont tu parles dans le livre aussi en 2014? Ou est-ce que tu l'avais déjà cette philosophie-là, au moment de l'annonce et pour traverser justement l'étape avec Lara? Alors, je l'ai, mais je vais te dire, je me souviens de quand j'étais toute petite, mais j'étais petite, hein, je sais pas quel âge j'avais, je donnais la main de ma maman et j'étais sur le marché de Saint-Amand-les-Eaux, là où j'habitais. Et je me vois dans ma tête déjà en train de me dire, moi je veux que ça change. Je Ouais. veux, je pense que j'ai toujours eu ça en moi en essayant de positiver, en essayant d'aller, vers le mieux, en essayant de distribuer de la bienveillance, de se dire, «Bon, ben, oui, il nous est arrivé des coups durs, mais on n'est pas obligé de donner des claques à tout le monde derrière». Mmh. Je pense que vraiment je l'ai depuis, très longtemps ancré en moi. Après, j'ai aussi eu, alors je ne suis plus du tout, catholique pratiquante aujourd'hui, mais quelque part j'ai eu une éducation un peu religieuse, j'allais à la messe le Mmh. dimanche et je sais qu'après tout ce qu'on peut critiquer de toutes les religions ou pas, je ne sais pas, mais à la base, il y a quand même des discours bienveillants. Mmh. Je veux dire, si on parle de n'importe quelle religion, à la Bien base, sûr. il y a beaucoup de bienveillance Mmh. et moi ça me parlait beaucoup la bienveillance. D'accord. Mmh. Donc c'est aussi, quelque chose qui m'a toujours parlé. Je pense que ce qui s'est renforcé avec cette maladie, c'est, encore plus de profiter de l'instant présent. Tu vois, le rail de des colibris, une nana rêve un vélo. Je me pose la question, souvent, est-ce que si Clara n'avait pas été malade, est-ce que j'aurais osé faire un truc aussi dingo? Mmh. Je sais pas. Tu vois? Je ne sais pas. Je peux pas le dire parce Bien que sûr. voilà, ça n'arrivera Mmh. jamais, mais je me dis qu'il y a plein de choses que je fais aujourd'hui et je le fais parce que mais demain, pour qui que ce soit, tu sais pas ce qu'il y aura demain Ouais. et on voit des gens qui moi aujourd'hui maintenant donc j'ai 54 ans, hein, je vais avoir 55 à la fin de l'année Ouais. et je me dis on et on le voit là, il y a eu des allocutions un peu, Oui. médiatiques, mais on parle beaucoup de matériel, hein. Oui. Être ou avoir, c'est tu Mmh. vois, c'est ça aussi la question. J'ai ça et où est-ce que je suis?
Mmh. Et je pense que le «je suis» aujourd'hui a encore beaucoup plus d'importance Oh pour oui. moi. Tu vois, Mmh. aujourd'hui, je Mmh. n'ai plus de maison. J'habite dans un appart, un HLM, Mmh. et j'en suis tellement contente Mmh. parce que j'ai plus, moi, quand je vois mes amis qui dépensent de l'argent pour la chaudière, Ouais. pour la peinture, pour la déco, pour machin. Moi, maintenant, je prends des billets d'avion, je Ouais. voyage. Et je n'ai plus, j'ai beaucoup moins de choses. Mmh. Je suis rentrée du rail des colibris, j'ai vendu la moitié de mes affaires, Ouais. Mmh. tu vois? Et je suis. Donc après, voilà, c'est tout un moment de la vie, hein. Moi, Bien sûr, j'ai bien cet sûr. âge-là, Mmh. et à 30 ans, c'était très bien pour moi d'acheter une Ouais. maison. Mmh. Mais finalement, j'étais aussi, hein, je profitais. Mais je pense qu'à chacun de se faire cette réflexion. Je suis maintenant. Ouais. Moi, je réfléchis beaucoup moins quand j'ai envie de faire quelque chose. Tu vois, là, mes Mmh. enfants, j'en ai un au Mexique, l'autre en Australie. Mmh. J'ai dû réfléchir pendant 5 minutes avant de prendre le billet d'avion. Oui. Avant, je ne sais même pas si je l'aurais pris parce qu'il y a le changement à Singapour, parce que j'aurais peur, parce que tu vois. Et puis partir en vélo, mais non, quoi. Tu vois, pas toute seule. Et je pense que c'est aussi ce genre de maladie. Et c'est pour ça que je partage avec mes livres. Je veux dire à chacun et à chacune, bon sang, mais vous avez envie de faire un truc, faites-le maintenant. Demain, ben, si j'ai rencontré, tiens, si j'ai le temps, je peux te raconter l'histoire Dis-moi. d'un scientifique que j'ai rencontré dans le cadre de l'école. Oui. Il me dit, donc il était à la retraite, hein, donc je pense que quand je l'ai rencontré, il devait avoir entre 65 et 70 ans, et Mmh. il faisait des interventions en classe sur l'astronomie, l'astronomie, oui. Et il me dit, moi j'ai tout vendu. Mmh. J'ai tout vendu parce que je suis encore valide et j'ai 3 enfants, et tous les 2 ans, je paye à mes 3 enfants, avec leurs femmes et leurs enfants, un voyage incroyable. Mmh. Il dit: «Tu vois Christine, on a dû en faire 4 ou 5, et cette année, c'est le dernier. Après, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'économie, mais c'est pas grave, on l'aura fait», et je me souviens que cette année-là, il leur payait un safari. Waouh. Mmh. Donc toute la famille, je sais pas, il devait être une quinzaine. Ouais. Et il payait à tout le monde le safari. Il dit: «Tu vois ça va leur faire des souvenirs, et moi un Mmh. jour je vais partir et Mmh. ils n'oublieront jamais ces moments-là». Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont besoin d'argent? Mmh. L'argent. Enfin, et je trouvais ça fantastique, tu vois? Ouais, ouais, c'est vraiment beau, c'est puissant, c'est émouvant aussi, c'est Ouais, sûr, tu vois, ouais, ça donne ouais. les larmes aux yeux Ah là. vraiment, vraiment, c'est très, très fort, et ça résonne beaucoup et c'est vrai que tes livres transpirent aussi, ce que tu dis, le «je suis», et vivre l'instant et le moment présent parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi, c'est une phrase qu'on entend très, très souvent et beaucoup, en tout cas aujourd'hui. Mais, de par ton expérience et de par ton histoire, on en saisit vraiment, encore plus, en fait, la teneur. Peut-être Christine, nous allons revenir, là où est-ce qu'on s'est arrêté sur, l'après l'annonce pour, aussi continuer de sensibiliser sur, le sujet, phare de l'épisode, la leucémie de ta fille. Est-ce que tu on pourrais revenir sur l'accompagnement, un petit peu le process qu'il y a eu à partir du moment où vous rentrez, dans ce centre de cancérologie? En fait, c'est un vaste sujet parce que je voilà, au niveau du centre médical, tout ce qui concerne, le cancer en lui-même, ils sont hyper professionnels, c'est réglé comme du papier musique, Mmh. c'est voilà, ils savent faire. Après, tu vois, pour l'annonce, on a été réunis officiellement avec le papa, pour dire: «Voilà, il se passe ça, ça va se passer comme ça, blablabla». Mmh. Mais en fait, moi, en tout cas à l'époque où je sais qu'il y a un petit progrès aujourd'hui, pour moi, c'est vide. Ouais. Pour moi, c'est pour ça que je te dis, c'est un vaste sujet, mais il Mmh. est vide. Mmh. Il il faut savoir que quand j'ai écrit ce livre, il y a des gens qui m'ont dit: «Mais tu es bien orgueilleuse. Mmh. Tu es bien orgueilleuse d'écrire ce livre parce que c'est pas toi qui es malade, c'est ta Ouais. fille, Mmh. et tu parles pour elle». Mmh. On a eu de longues discussions aussi avec Clara qui avait peur que je parle à sa place. Or non, moi je voulais, et je pense que ça transpire, c'est le regard de la maman. Ah oui, clairement, clairement. Mmh. C'est la maman, et j'ai donc passé une nuit complète à lire à Clara le livre, car elle n'est pas capable de le lire.
Mmh. aujourd'hui en tout cas. Mmh. Et parce qu'elle avait peur que j'ai parlé pour elle. Et à la fin, elle est partie se coucher. Elle me dit, mais en fait, tu parles que de toi. Mmh. J'ai oui, je parle que du rôle de la maman. Mmh. Parce que je ne peux pas parler à sa place. Je ne sais pas Mmh. ce qu'elle avait vécu. Et, euh, et donc, même là, il n'y a pas de groupe de parole. On n'avait pas de lieu pour se retrouver. Mmh. Je me lavais dans les toilettes. Enfin, je me brossais les dents dans les toilettes. Mmh. Je me douchais dans l'espace où il y a tous les lits médicaux des enfants pour se doucher. Mmh. Euh, on a que la cafette, le relais H, et puis dehors, la cour, où il y a tout le monde qui se rejoint. Mmh. L'accompagnement psychologique. Enfin, moi, quand on dit à une maman, parce que son enfant, il en peut plus, qu'il est au bout de sa vie, qu'il te parle même de suicide, que tu Ouais. appelles en urgence l'hôpital, et qui te répondent, on ne sait pas faire. Mmh. Mais si vous savez pas faire, qu'est-ce que je fais moi? Ah, mais je me vois encore là, dans ce même canapé dans lequel je suis assise, dire: «Mais je fais quoi?» «Bah, écoutez, on est désolé». Alors après, c'est honnête, hein. Tu es psychologue, c'est ton boulot, Mmh. agis, dis-moi que tu me fais confiance dans ma capacité à réagir au moins, je sais pas. Ouais. Mmh. Et la seule chose qu'elle m'a dit qui était rassurante, c'est: «On n'a pas de dans les pourcentages, on n'a pas de cas de malades qui se soient suicidés». OK, Mmh. merci. Je Mmh. repars avec cette, Waouh. cette info, Mmh. satisfaite. Heu, alors il y a quelqu'un qui me recevait, qui était très sympa, qui a sûrement fait son job. Mais voilà, pour moi, c'est sporadique, inexistant. Et pour la première fois, la Ligue contre le cancer a fait la journée des aidants l'année dernière. Donc voilà, je leur ai envoyé le livre, peut-être qu'ils y ont pensé aussi grâce à ça, en plus du reste, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'un malade impacte 4 aidants de qui on ne prend pas soin, on peut le dire. Oui. Il y a le Mmh. psychologue de la Ligue contre le cancer de Priva qui a été incroyable, par contre, au Mmh. niveau de son accompagnement. Ouais. Mais voilà, dont on ne prend que très peu soin. Et il faut savoir que les chiffres, ça c'est un chiffre que j'ai découvert cette année, 50% des aidants Mmh. partent avant les malades, Mmh. tellement ils sont abîmés. Waouh, mais ça m'étonne pas. C'est un scandale. Enfin, je veux dire, Mmh. Mmh. pour moi, c'est scandaleux d'entendre ça. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas été le vérifier auprès des organismes. C'est une dame qui m'avait dit ça sur un salon du livre. Mais voilà. Et un malade impacte 4 aidants. Un malade ou une personne, quelle que soit la maladie, hein. Bien sûr, ah oui, totalement, totalement. Combien de temps ça a duré justement tout, ce process avec les rendez-vous très réguliers? Ça se trouve, c'est encore peut-être le cas moins régulièrement, en tout cas pour Clara, mais combien de temps vous avez, passé entre, les murs de ce centre? Alors, pour la leucémie en elle-même, Oui, 2 ans. 2 ans. 2 ans de traitement, de chimio, de soins, de myélogrammes, etc. Ouais. Et comme Clara a eu les os détruits par les chimios et les Mmh. corticoïdes, on a enchaîné derrière avec la prothèse de hanche, puisqu'en quelques mois, sa tête de fémur est passée d'une taille normale à une tête d'épingle. Mmh. Et effectivement, quand on est sorti de l'hôpital, tu vois, ça je le dis dans le roman, ils me disent: Mmh. «Ah c'est bon Clara, maintenant c'est bien, avec le grand sourire et la banane et c'est très bien aussi, hein. Mmh. Tu vas pouvoir reprendre ta vie d'avant, tu vas voir, bah non, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, comment, quand on est spécialiste, Mmh. d'une maladie grave comme ça, on peut, quand tout est terminé au niveau des soins, dire aux gens: «C'est bien, maintenant vous allez reprendre votre vie comme avant». Mmh. Non, c'est faux. La vie ne sera jamais comme avant. Et je ne parle pas de la fertilité, et Mmh. je ne parle pas des douleurs à 9 sur 10 aujourd'hui, et je ne parle pas de toutes les opérations que je lui fais faire aujourd'hui pour soulager ses douleurs Mmh. et qui ne sont pas remboursées. Ouais. Et là, j'étais avec une maman d'une jeune fille cette semaine pour toute autre chose, hein, parce qu'elle me suit sur les réseaux et Mmh. c'était pour travailler dans l'événementiel, donc elle voulait des conseils d'orientation. Et elle m'apprend aussi que sa fille, au niveau de la fertilité, c'est pas gagné d'avance, quoi. Ouais. Donc non, la vie ne sera jamais comme avant. C'est pas grave. Je veux dire, c'est comme ça, mais qu'on dise aux gens quand ils sortent, voilà, Mmh. bravo, tu as réussi, tu as été forte, voilà, tout ça, ok, très bien. Mais qu'on dise, voilà,
Il va falloir t'adapter, il y aura sûrement des points où il faudra que tu sois vigilante, je ne Mmh. sais pas. Mais il faudrait qu'il y ait ce discours qui puisse être, aidant parce qu'après du coup, quand toi tu te retrouves tout seul en disant: «Tiens, bah non, la vie elle est pas comme avant, quoi». Déjà ta fille, elle a mûri, pas comme les autres de son âge, donc il y a des trucs qu'elle comprend pas, que les autres, voilà, Mmh. limite, quelquefois elle peut les trouver, un peu gamins, quoi. Mmh. Et il y a une maturité, il y a des choses qui puis même pour moi maman, enfin, je veux dire alors et en positif, hein, aussi, attention Marion, c'est pas forcément, Mmh. tu vois, du ça peut être aussi c'est enfin, je veux dire ce que je disais là tout à l'heure, bah, tu regardes, tu as envie de partir en voyage, 15 jours avant, tu Mmh. prends ton billet d'avion. Moi, Mmh. je préfère partir en voyage que m'acheter 5 pots de peinture, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que si j'entends bien, c'est que une fois que c'est terminé et même pour ces parce que c'est une jeune femme, hein, elle sort de là Oui, en jeune femme. Donc effectivement, il y a tout l'après avec cette question de la fertilité aussi qui est vraiment, très intéressant et qui est central aussi dans la vie d'une femme et donc d'après ce que en tout cas ton expérience et le retour de ce que tu dis, c'est que tout l'impact, des traitements qu'elle a eus, dans ce centre, il y a aucun mot qui est dit sur, les conséquences que ça peut avoir par la suite. pour nous, en tout cas, rien. C'est quand on est arrivé à Montpellier et elle avait encore tous les 6 mois, un rendez-vous avec l'oncologue. Ouais. C'est, l'oncologue d'ici qui a dit: «Mais il faudrait bien qu'elle voie», alors il avait même pas parlé gynéco, hein, il avait parlé d'une endocrinologue. Ah oui, Bon, d'accord. finalement, on y est allé, quoi. Enfin, elle y est allée toute seule parce que, bah, là, elle avait 18 ans et demi, tu vois? Donc elle se sentait grande et elle voulait y aller toute seule. Elle est revenue en larmes, dans un état décomposé. On lui a dit qu'elle aurait jamais d'enfant. C'est un scandale. Donc nous, on y est retournés à 2 et la dame, en plus, la dame, la docteure, hein, qui nous dit: «Mais quand même, vous devriez le savoir que telle chimio induit sur la fertilité». Je fais: «Bah non, écoutez, moi je suis désolée, c'est pas mon métier. Moi je suis prof des écoles. Je ne sais pas que telle chimio impacte la fertilité. Vous ne pouvez pas me dire ça», mais on s'est fait carrément engueuler. C'est un scandale. C'est pour moi, c'est terrifiant. Et en fait, plus tard, en plus, Clara finalement, parce que je me suis renseignée, etc. Et on s'est aperçu qu'elle n'était que en fait, il y avait un impact, mais pas aussi violent et D'accord. voilà, elle a fait tout un travail de préservation derrière, avec ce qui restait pour plus tard. Mais en plus avec une information fausse. Et combien de fois alors j'ai pas pu tout mettre, c'est pour ça que je te dis le livre, c'est pas non plus une biographie. C'est quand je l'ai écrit, je me suis posée aussi face à moi-même, comme pour le prochain que je fais qui sera sur les violences faites aux femmes. D'accord. Qu'est-ce qu'on retire qui peut être impactant et qui puisse aider aussi chacun et qui puisse donner du mouvement? Mmh. Donc ça servait à rien, tu vois, par exemple dans le bouquin de dire que pendant 10 fois, je me suis battue avec une secrétaire médicale pour telle ou telle chose. Mmh. 1 fois ou 2 suffisent. Tu vois, c'est aussi en ça que c'est un roman parce que enfin voilà, si ça avait été une biographie, franchement, ça aurait été chiant à lire parce que Mmh. au bout de la 10e fois, ça intéresse plus Ouais, personne. je vois. Mais attention, à côté de ça, je veux le redire maintenant, le personnel médical, en général, à 90 est extrêmement, présent, hein. Il est et je les remercie de tout mon cœur. Alors pour le coup, la question c'était aussi, là je parlais de toi, tu parlais notamment du suivi psy, mais à ton égard en tout cas en tant que mère, mais est-ce que Clara, elle, a bénéficié, d'un type d'accompagnement, similaire à un soutien psychologue ou pas? Alors, elle l'a refusé à l'hôpital. Elle avait 14 ans Ouais, et comme elle l'a refusé, bah, ils ont pas insisté et là, je leur en veux beaucoup parce que, enfin, je leur en veux. Moi, mon avis, c'est même pas que je leur en veux, tu vois? C'est que moi, mon avis, c'est que le soutien psychologique, ça devrait être autant obligatoire qu'une chimio. Parce que ça fait partie du bien-être. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, à chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, sur, 1 semaine, il y ait un groupe auquel ils soient autant obligés d'y aller que de prendre une chimio. mmh, Ça fait partie on parle bien de maladie mentale. Alors je dis pas que tous les gens qui ont des cancers ont des maladies mentales, mais il y a une souffrance. bien sûr. On peut pas dire qu'il y a un seul malade qui a pas eu de souffrance et pour moi, ça devrait faire partie, du protocole de soins
complètement. Et c'est donc à ce moment où ça a été très, très dur psychologiquement pour Clara, où je leur ai dit: «Je veux maintenant», j'ai dit: «Je m'en fous». Ah, j'ai été énervée, hein. En fait, c'est ça aussi, c'est que des fois, il y a des choses qui me semblent tellement injustes et tellement au fond de moi, que même si je souffre, je suis en colère, quoi. Et j'ai été les voir, je leur ai dit: «Je m'en fiche. Je veux que la psychologue, à chaque fois qu'on y va à l'hôpital, elle s'assoit, elle dit: "Oui, mais votre fille, elle parle pas"». Je dis: «Je m'en fiche. Mmh. Elle reste 1 heure assise à côté d'elle. Si elle parle pas, ben, elle parle toute seule. J'en sais rien. C'est son métier, ça n'est pas le mien. Je veux qu'elle aille la voir». Donc du coup, elle allait la voir. Je pense qu'il y a eu des petits liens, des petites choses. Et après, quand on est arrivé sur place, elle a choisi quelqu'un dans la ville où on habitait, où elle allait la voir. Et moi, j'ai un peu exigé ça. Mmh. Alors, les personnels du monde médical, psycho, me disaient on peut pas imposer à quelqu'un. Et j'ai peut-être tort, hein. Peut-être qu'il y en a là qui, en écoutant, vont dire mais c'est n'importe quoi. Mais, mais quelqu'un qui est en souffrance, comment il peut avoir la lucidité aussi pour dire bah, j'ai besoin de personne, puisqu'il souffre tellement. Je veux dire, à un moment, même s'il dit rien, on voit bien dans les groupes de parole, par exemple, enfin, je sais pas, j'ai jamais assisté à ça, mais quand on voit dans les films et la télé, au début, ils parlent pas les gens, ils se trouvent qu'ils sont pas à leur place. Et oui, et puis finalement, ils se rendent compte que ben, on est tous pareils. Et peut-être ça peut être aidant. Je veux dire, il n'y avait pas de groupe d'enfants malades. Moi, ce que j'avais aussi proposé, on m'a dit mais non, c'est pas possible. C'était que pour que ses copains à l'école, mais même ses amis à l'école n'ont eu aucun accompagnement. Tu vois, ils ont une enfant qui a une maladie grave, mortelle, et personne est là pour leur dire ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Ce qui fait que tu vois, au fur et à mesure du livre, il y a une incompréhension incroyable. Oui. Ou Mmh. même pour nous, les aidants, quel que soit pareil le choc, le choc, le choc psychologique de telle ou telle maladie ou de telle ou telle violence ou de la mort d'un enfant. Il n'y a pas d'accompagnement des aidants. C'est vrai. Mmh, mmh, mmh. Les amis à l'école, on leur a rien dit. Euh, la famille, on leur a rien dit. Les amis, démerdez-vous avec. Ce Mmh. qui fait que on s'aperçoit, et ça les gens me le témoignent beaucoup et me remercient aussi pour ce livre, euh, les gens autour ne savent pas. Moi j'ai beaucoup de gens euh, qui achètent le livre et qui en achètent 3 ou 4 Ouais. pour l'offrir à la famille ou pour l'offrir aux amis. Et de fait, derrière, il y a des discussions qui naissent et qui n'auraient pas eu lieu. Et même des gens de mon propre entourage, l'illustratrice de mon livre pour enfants, si Haroun Tazieff m'était compté, c'est un livre que j'ai écrit, que j'ai terminé en tout cas d'écrire Ouais. quand Clara était malade. Donc je la voyais très très souvent, plusieurs fois par semaine. Ouais. Et quand elle a lu le roman, elle m'a dit, Christine, on se voyait tous les jours. Enfin, ouais, voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. On ne se voyait pas tous les jours, mais voilà, on était du même village. Elle m'a dit, jamais j'aurais pu imaginer un tiers, le dixième de tout ce que tu vivais parce que tu n'en parlais pas. Et effectivement, on ne va pas parler de toutes ces choses intimes. Parce que quand on sort, ben, on s'est maquillé, on s'est mis une belle robe. Quand on pleure, on est chez soi, on est au fond et on n'en parle à personne. Personne, enfin peu de gens, enfin tu trouves peu de gens, mis à part si ça vient d'arriver, dans le métro, dans un coin à pleurer, comme on peut le faire quand on est chez soi et qu'on vit un truc dur et qu'on va rester 2 jours dans le canapé à pas pouvoir bouger un ongle parce que c'est trop dur, jusqu'au jour où on se dit bon allez aujourd'hui je m'y mets, et puis tous les gens me disent ah, finalement tu vas bien. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire partager avec ce roman. Et même avec le nana, tu sais, une nana à vélo, il y Mmh. a des amis sportifs qui m'ont dit ouais c'est chouette, tu vas montrer que tout va bien, que c'est super le vélo. Je dis bah non. Moi le premier jour je me suis retrouvée assise par terre. Oui. Ça a dû... C'est le moment qui fait rire tout le monde, Oui, c'est vrai. mais au moment je rigolais pas, hein. Oui, c'est sûr. Assise par terre, le vélo cassé, Oui. euh, dévorée par les moustiques, en train de pleurer et en Ouais. train de me dire mais qu'est-ce que tu fous là, Oui, c'est ça. tu vois. Oui. Et qui j'aurais été pour dire ah mais c'est génial, j'ai réussi à réparer mon vélo. Oui, j'ai réussi, j'ai trouvé au bout de... mais j'aurais été qui pour dire bah non,
je m'en suis sortie et c'est génial. Oui, c'est génial. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce roman, Moi, j'ai pas le cancer, parce que j'en avais marre aussi d'entendre les gens qui disent oui, je suis. Et c'est très bien, hein, attention, c'est très bien, il faut le faire. Mais à force de dire je suis une warrior, j'y Mmh. arrive, euh, maintenant c'est génial, on en oublie, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens me remercient pour ce bouquin, on en oublie tous ces moments tellement difficiles. Ouais. Mmh. Et c'est chouette de montrer qu'on est une société de warriors. C'est super bien. Sauf que, du coup, moi, ce qui me dérange, c'est que quand on est faible, on a l'impression que nous, on est mauvais parce qu'on est faible. Et parce qu'on a pleuré. Et parce qu'on n'est pas bien. Et pourtant, et en plus, avec cette société Instagrammable, où sur les réseaux, on montre que ce qui est chouette, on Exactement. se dit, bah, Ça alimente beaucoup cette image. et tu Mmh. vois, et alors je dis pas, tu vois bien sur mes réseaux, j'ai pris le parti de pas montrer tout ce qui est négatif, hein. Donc je ne parle jamais ou très peu de quand je suis triste, ça. Mais dans les livres, je peux me le permettre, c'est différent. Et je trouve que c'est important de dire, bah oui, c'est dur, mais on peut y arriver. Et comme j'avais lu le livre de Philippe Labro, Tomber 7 et se relever 8, bah oui, tu vas t'étaler par terre. Eh ben, l'important, c'est pas que tu te sois étalé, c'est que tu restes le moins longtemps étalé possible. Et que tu puisses te relever et dire, bon, bah, tant pis, même si aujourd'hui j'ai levé que le petit doigt, demain je lèverai la main, après-demain je m'assoirai, après-demain je mettrai mon rouge à lèvres, et puis dans une semaine je sortirai avec le sourire aux lèvres. Et forcément, que les gens qui te voient ce jour-là, parce que tu n'as justement, pendant toute la semaine d'avant, fait un blackout total avec tout le monde, tu ne parles que quand tu es bien, et c'est très bien. Mais je pense que c'est pour ça aussi ces livres, pour que chacun se sente conforté dans. Beaucoup de gens m'ont dit, mais même des gens qui ne vivaient pas le cancer, hein, je veux dire en général. Il y a une dame là qui a sa fille qui est anorexique, et elle m'a confié il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, elle m'a confié que pour la première fois, c'est une dame qui est plus âgée que moi, qui est dans les 65 ans, hein, elle est à la retraite, qu'elle avait osé parler de sa fille anorexique Mmh. Ça aussi, sans c'est fort. culpabiliser. Mmh, Tu c'est vois? fort. Mmh. Et je pense qu'il est important de dire, et je pense aussi à une dame qui est dans un hôpital au Canada, où le livre a été partagé aussi au Canada, et qui m'a remerciée en me disant, qui m'a envoyé un message très émouvant en me disant merci, je me sens enfin moins seule, ce que je ressens, d'autres le ressentent aussi. Alors que les médecins lui disaient, mais attendez madame, hein, vous allez peut-être vous bousculer un petit peu et vous tenir, quoi. Ça suffit d'être déprimé. Et tu vois, ce qui est aussi important, ce que j'ai partagé dans le livre, c'est que certains me prenaient pour dépressive. Je n'étais pas dépressive. Et c'est pour ça que j'ai eu le psycho de la Ligue contre le cancer, que je remercierai jamais assez. Il me disait, mais non, il dit, vous n'êtes pas dépressive, vous vous prenez une claque. Donc forcément, à chaque fois qu'on prend une claque, Ouais, ouais, les mots ont un on sens, bien sûr. s'étale, Ouais, quoi. bien sûr. Et Mmh. après, on retourne. Il dit, non, c'est pas du tout ça, la dépression. La dépression, c'est je suis dans le canapé, je bouge pas. Et je ne sais pas faire, même à manger. Ça, c'est la dépression. Quel était ton échappatoire, Christine, au cours de cette période? Est-ce que ça a été le sport? Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas grand-chose en définitive pour pouvoir se retrouver, la cafétéria, le réseau, tout ça. Enfin, il y avait rien en tout cas qui pourrait, te faire sortir un petit peu, du contexte. Qu'est-ce que tu as trouvé ou mis en place pour, par moments sortir un petit peu de ces murs? Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que je dis que si ça avait été une biographie, ça aurait été chiant à lire, parce que moi, les 6 premiers mois, je n'ai rien fait quasiment. C'est-à-dire que j'étais scotchée à ma fille. À l'hôpital, j'étais assise devant sa chambre quand elle dormait. Je ne la quittais pas un instant. J'avais l'impression que si je la quittais un instant, il allait se passer un truc de grave. Et donc, une des premières choses, ça a été les parents. Alors, il y a eu mes amis, hein, bien sûr, le club de sport. Ils ont été absolument incroyables, mais vraiment, hein. Il y a eu un élan de solidarité incroyable avec le club de triathlon de Privas, le Tri 07. À ce moment-là, le président, ils ont fait une association, ils ont été magiques. Ils ont créé des bracelets On t'aime fort Clara. Et ça a été incroyable parce qu'ils en avaient fait 200 pour les gens du triathlon et puis quelques amis.
ils en ont vendu des milliers. Il y a eu des partages, il y a une jeune fille qui a créé une page Facebook On t'aime fort Clara, il y a eu des partages incroyables. J'ai un post qui s'appelait, parce que j'ai quand même été un peu massacrée quelquefois, parce que les gens me disaient ah, c'est bon, ta fille elle est grande, elle peut aller en chimio toute seule, c'est bon, le taxi vient la chercher, Christine elle prend des vacances sur le dos du cancer de sa fille. Et je me doute qu'il y a toujours ce genre de paroles, quelles que soient C'est les un peu circonstances. énervant, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. un jour, très très énervée, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux qui s'appelait Moi j'ai pas le cancer, qui racontait un petit peu ben, les dessous du livre. D'ailleurs, il est dans le livre, hein, le post. Et d'un seul coup, j'entends mon téléphone qui fait bip, 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 bip. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, partagé, liké des milliers de fois, des coms qui disaient, Christine, il faut que tu écrives, tu sais écrire, il faut que tu partages, blablabla, blablabla. Donc, il y a vraiment eu les réseaux sociaux, il y a eu le sport, le monde du sport duquel on appartenait, qui a été vraiment un soutien moral, un soutien financier, un soutien. Moi, j'ai une amie du sport là qui est venue presque tous les jours, elle venait voir comment ça allait, elle récupérait, tu vois. Les gens ne savent pas comment aider. Et cette amie, Valérie, voilà, que j'aurai dans mon cœur toute ma vie pour ce qu'elle a fait, elle venait, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute Christine, moi je ne sais pas parler, je ne suis pas comme toi, je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi faire. Il y a un truc que je sais faire, c'est la lessive, donc je vais venir, tu ne t'en occuperas pas, parce qu'en plus on avait une lessive de dingue, hein, il fallait tout laver tous les jours. Et donc 3 fois par semaine, elle venait, elle prenait mon linge et elle m'a avoué il y a pas très longtemps que quelquefois elle allait à la laverie, tu vois? Elle ne lavait même pas de chez elle, c'est-à-dire qu'elle mettait tout, à la laverie tellement il y en avait, et elle me le ramenait séché, plié, elle le rangeait dans les placards. Elle faisait ma vaisselle, et j'ai envie de dire à tous ceux qui savent pas quoi faire pour aider, mais ça, mais c'était, enfin, tu vois? C'est incroyable, c'est hyper précieux. On n'a pas besoin de mots, mais un truc comme ça, c'est incroyable. Quelqu'un qui vient sans rien dire, te faire ton linge, quoi. Donc il y a eu ça. Dans un deuxième temps, il y a un papa, j'en parle dans... Voilà, ça a été aussi une famille qui a été hyper aidante. On a été un groupe de trois, quatre familles comme ça, hyper attachés les uns aux autres. Et là, j'ai osé, j'en parle bien là dans le livre, j'ai osé aller manger une pizza. Oui. Enfin, On je crois même que sentait c'était pas une vraiment que pizza la c'était, première ouais, fois. voilà. Ah, mais c'était le truc de malade, tu vois. Et j'ai osé aller boire un café avec cette personne que je ne connaissais pas. Mmh. Et j'ai osé aller manger au kebab dans Mmh. la rue en bas pendant au moins une demi-heure. Ouais. Tu vois, ça. Et pour moi, ça a été, mais c'était chouette. Et ça a commencé là, tu vois, avec cette famille. Donc à chaque fois qu'on était ensemble en soins, tu vois, on était ensemble en soins. Nous, on n'avait pas de soins. Mais en général, c'est on va en chimio, on va, tu vois, on s'identifie tellement à notre enfant. Et on allait à la pizzeria en bas. Et c'est ça qui est émouvant aussi dans Une nana rêve à vélo, c'est que cette même pizzeria a offert le buffet d'accueil quand j'y suis passée à vélo, des gens incroyablement gentils. Et voilà, et ce qui est dingue, c'est que on n'aurait jamais pu croire qu'en haut notre enfant était ou en chambre stérile ou en soins, parce que pendant une heure, la vie était normale. C'était Et on riait. Ah mais qu'est-ce qu'on riait! Et puis au bout d'un moment, on regardait notre montre, on disait bon bah on va remonter quand même. Mais cette bulle d'air nous permettait d'avoir l'énergie C'est suffisante ça. pour y retourner. Tu vois, c'est ça. Toutes ces petites bulles d'air, que c'est ce que j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous écoutent, pardon, c'est que toutes ces petites bulles d'air sont nécessaires. Bien sûr. Tu Mmh. vois, je parle aussi d'un ami à moi au début du livre qui me parle normalement, qui me parle pas parce qu'il n'était pas au courant, il c'était à l'hôpital, c'était le deuxième ou le troisième jour, il n'est pas au courant que Clara est malade. Et il me parle normalement. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien! Tu vois, qu'on te parle pas que de ça. C'est ce qui m'a fait du bien aussi quand je suis arrivée à Montpellier, c'est que les gens ne me connaissaient pas sous le nom de la maman de Clara qui a eu un cancer. Tu vois, tu arrives dans une ville et enfin... Alors après, c'est bienveillant et merci à vous toutes et à vous Mmh. tous qui m'avez soutenu. Mais
On ne parle pas que de ça. De pas te voir uniquement sous cette facette-là, ou en tout cas sous cette histoire-là. Ouais, parce que comme tu l'as très bien dit aussi au début, tu en as parlé, finalement, j'étais déjà comme ça. Tu Mmh. vois ce que je disais aussi, c'est en sixième, j'ai réuni, alors un service missionnaire des jeunes, hein, Mmh. et j'avais un groupe, j'étais en Mmh. sixième, Ouais. j'avais un groupe pour aider les enfants du monde entier. Ça me fait rire aujourd'hui, parce que quand je vois mes élèves de CM2, ben, ils font pas ça, quoi. Ouais. Et j'ai acheté des paquets, enfin, j'avais acheté 1 kilo de riz, c'était dans les boîtes en carton orange, Ouais. et je les mettais dans des petits sachets de congélation et j'allais les vendre pour envoyer aux enfants pour qu'ils aient des écoles en Afrique. Tu vois, donc Un peu quand même, tu un peu une âme de missionnaire quand même, hein, de tout ce que tu nous décris, on voit vraiment que tu as été quand même missionnée, par la vie en tout cas, ouais, et en tout cas, c'est ce que tu transpires aussi, c'est ce que tu dégages, et quand je parlais de la générosité, bah, voilà, tu viens de le décrire encore une fois à travers, même malgré ton jeune âge, comme quoi, c'est extrêmement riche. Et alors, peut-être pour terminer, Christine, sur le parcours, il y a une question que je t'avais posée aussi, en amont, et qui, à mon sens, était importante, et en tout cas, que je me suis posée en lisant le livre, donc je me permets de te la poser maintenant. Alors, sans parler en son nom de ton fils, mais comment lui, il a été accompagné par rapport à cette épreuve-là? C'est la maladie de sa sœur. oui, et c'est vrai que ça a été une des remarques des bêta lectrices, c'est Vincent, il est où? Et du coup, j'ai rajouté des chapitres sur Vincent. Gauthier était aussi champion en sport, hein, donc il Oui. avait gagné une course à pied Mmh. et le journaliste avait titré La force tranquille. Oui. Et tu vois, même encore aujourd'hui, Gauthier, pour notre famille de 3 personnes, Mmh. il est cette force tranquille, apaisée. Bah, l'accompagnement, honnêtement, il n'y en a pas eu, hein. Il y a Ouais. eu l'accompagnement d'amour d'une maman, Ouais. il y a eu ses amis, il y a eu le sport, comme il était Oui, triathlète de c'est haut ça. niveau, il avait entraînement tous les jours. Donc il y avait cette famille de sportifs de haut niveau. Mais franchement, il a été encore plus oublié qu'oublié, quoi. Et il y a pas très longtemps, quand il y a eu justement écoute, il y a pas très longtemps, c'était cet été, hein. On en parlait avec des potes à lui à table qui, bah, maintenant, comme on en parle sur les réseaux et tout, c'est pareil, Gauthier, quand il est arrivé ici, il a réussi à s'enlever cette étiquette, sauf que, ben, avec la sortie du bouquin, Oui. ça a pas été toujours facile pour lui parce que du coup, ses potes se mettaient à lui en parler, quoi. Mmh. Et il en avait jamais parlé. Et en même temps, je pense que ça lui a fait du bien aussi parce qu'il a pu aussi extérioriser une partie de ce qu'il Bien avait sûr. toujours gardé Mmh. intérieur. Mais honnêtement, et j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé d'être le plus présente physiquement possible, mais il n'y en a pas eu. Voilà. Mmh. Et tu vois, là, il avait les larmes aux yeux quand on en parlait à table cet été. Ben voilà, on a fait comme on a Bien pu, sûr, ouais. mais Mmh. personne n'a un jour dit, tiens, on va réunir toute la famille pour en parler ensemble. Et j'estime que c'est au monde médical à faire ça. Donc Mmh. voilà, après, il faut savoir que comme il travaille dans le marketing, la photo, les réseaux sociaux, il a son entreprise, c'est lui qui fait tous les montages de films. Là, on a un film qui est en train de se préparer sur les Tours de France à vélo avec un ami à lui. Toutes les couvertures de livres, c'est lui qui les a faites. Le petit agenda du mieux-être, c'est lui qui l'a entièrement mis en page. Ouais. Le dossier de presse que je t'ai envoyé, Ouais. toutes les plaquettes, c'est lui qui m'a fait les mises en page. Donc voilà, il est extrêmement actif dans. Il est actif, tu Bien vois. sûr, ouais. Et chacun a sa part, chacun comme il peut. Et là, tu vois, pour mon prochain roman, j'ai trouvé une boucle d'oreille qui pourra prendre en photo avec des éléments de la prochaine histoire Ouais. pour rester sur cette ligne photo en me disant, bon, bah, allez, on va, tu vois, c'est vrai que Ouais. c'est Mmh. intéressant, quoi. Ouais, ouais, donc il est présent en tous les cas, et c'est vrai que c'est important aussi. Oui, Ouais. oui. Mmh, mmh, mmh. Alors, pour finir peut-être sur, cette grosse partie, en tout cas sur, la leucémie, il y avait un passage aussi très intéressant dans le livre sur la recherche, et c'était une des questions aussi que j'avais envie de te poser parce que, pour nous qui ne connaissons pas la situation, en tout cas, bah, comme vous, on entend souvent faire des dons à la recherche, mais est-ce que, en tout cas nous éclairer sur,
En quoi consiste exactement ou où va, exactement cet argent? Est-ce que c'est concrètement à la recherche, que ça va ou c'est uniquement une partie? Alors, étant donné que moi, je n'ai aucune association et je ne veux pas D'accord. avoir d'association, je pourrais pas dire exactement. Ouais. Moi, la Ligue contre le cancer qui m'a beaucoup accompagnée et que, j'ai essayé de soutenir à ma manière, Mmh. ont une partie de leur argent qui va pour des projets de recherche scientifique contre, certaines maladies, alors pas forcément pédiatriques, hein. Il Oui. faut savoir que 2, c'est ce qui aussi nous énerve, nous parents, 2 de l'argent de la recherche, va pour trouver des soins pour les enfants. Voilà, Ce c'est qui ça. fait que, Mmh. ben, on tue des fourmis avec des bombes nucléaires Ouais. et c'est pour ça aussi qu'on a, ben, des enfants, très abîmés, avec les traitements qui sont Mmh. beaucoup plus guéris qu'avant, hein. C'est vrai que je discutais avec un médecin chercheur, il y a 30 ans de ça, quand il a commencé médecine, on guérissait, 2 enfants sur 10. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, on en guérit 8 sur 10. Mais je suis désolée, il y en a encore 2 de trop Mmh. et qui meurent, hein. Et aussi, ce qu'on oublie vraiment beaucoup, beaucoup de dire, et que ça soit pour le cancer des enfants, le cancer des adultes ou quelque autre maladie, j'ai découvert aussi que tous les traitements qu'on prend au quotidien, j'ai Mmh. pas les chiffres, hein, sont, essayés, sont testés sur des hommes. Mmh. Je sais pas si tu as entendu parler de ça? Ils Oui. sont testés sur des hommes. Ils sont pas testés sur des femmes parce que le corps des femmes est trop compliqué. D'accord. Donc les effets secondaires, nous les nanas, Mmh. Ouais. tu vois? Et pareil donc pour les enfants, ça coûte trop cher. Donc en fait, on D'accord. n'a pas ça rapporte pas d'argent, ça coûte trop cher. C'est peut-être violent, hein, ce que je dis Mmh. et c'est pas que ça, on est d'accord. Mais du coup, il y a pas assez de recherche qui est faite pour trouver des soins pour nos enfants. D'accord. Et heu et chiffre qui est aussi hyper alarmant, il faut savoir qu'un enfant sur 440 aura un cancer avant l'âge de 15 ans en France. Mmh. Ça veut dire qu'on prend à la taille humaine d'un collège, on aura un cancer par collège. Oui, c'est ça. Mmh. Enfin, ça Waouh. choque personne. Mmh. Ça choque que moi ou ça choque que nous, certains parents, on est un petit et donc il faut vraiment au-delà du et on parle que du cancer de l'enfant, mais ça génère aussi enfin, moi quand j'étais alors j'ai 54 ans et il y a des gens qui me disent: «Oui, mais il y avait pas les réseaux et cetera». Mais je suis désolée, mais moi quand j'étais petite, j'ai connu une personne qui avait un cancer du sein. Mmh. C'était incro enfin, je veux dire, c'était exceptionnel d'exceptionnel. Donc je Mmh. sais bien qu'aujourd'hui, on a plus de moyens pour découvrir. OK, je sais bien, mais il y a quand même enfin, Le Monde titrait, l'année dernière, «Une épidémie de cancer pédiatrique en France». Mmh. Bon sang, je veux dire, il va falloir vraiment parce que qui dit cancer pédiatrique dit autre cancer et aujourd'hui, Bien sûr. qu'on parle d'infertilité des Ouais. femmes, Mmh. le président en parlait il y a Oui, quelques c'est jours ça. là, Mmh. qu'on parle de je veux dire, bon sang, parlons de notre environnement. Qu'est-ce Bah qu'on nous oui. fait boire, Oui. manger, Voilà, c'est ça. respirer, C'est là où je voulais en qui venir, ouais. fait Mmh. que ces maladies pleuvent aujourd'hui? Voilà. Donc Mmh. il y a peut-être le facteur de on n'en parlait pas, sûrement. Il y a peut-être le facteur de on détectait moins, Moins. OK, sûrement. Mais il y a quand même le facteur de il y a beaucoup plus de malades. Pour le cancer pédiatrique, d'ici, 2030, il y aura 17 de cancers en plus de l'enfant. Mmh. Et ce qui m'a choquée, je ne sais plus si j'en parle dans ce premier livre sur, le Tour de France à vélo. Ce qui m'a choquée, c'est qu'il y a des gens qui presque trouvaient ça normal. «Ah bah oui, dans le collège de mon enfant, il y en a 2, mais qui te parlent de ça comme d'une grippe, quoi. Ils sont même plus choqués par le et moi je veux qu'on reste choqué qu'un enfant ait un cancer. Je veux qu'on continue de trouver ça choquant que, dans notre entourage féminin, il y ait 10 femmes qui aient un cancer Oui, du bien sein. sûr, ouais. Il faut qu'on continue de trouver ça choquant. Ça n'est pas normal. Mmh. Et ce qui me dérange aussi, c'est le discours culpabilisant. «Ah oui, mais maintenant les femmes boivent de l'alcool. Oui. Mmh. Ah oui, mais maintenant les femmes, elles fument». Mmh. Oh! Non, ça n'est pas la raison principale et beaucoup de gens qui veulent trop parler, des clusters de cancer et tout ça, ce sont des gens qu'on essaye de faire taire. Ah mais c'est évident et j'en doute pas, mais je pense que c'est très intéressant parce qu'en tout cas, tu évoques aussi, à
certaines périodes du livre, ses recherches aussi, on parle de Tchernobyl, on parle de tout ça et c'est vrai que ça Voilà. nourrit en tout cas notre réflexion et notre curiosité aussi sur les origines de ce cancer et sur la propagation à venir aussi. Tu viens de le dire avec les chiffres en tout cas qui vont être en hausse donc en tout cas, c'est très prenant et le fait de continuer d'être choquée, je partage complètement ce point de vue-là et qui se relie aussi à plein d'autres sujets. Mais franchement, ouais, merci pour en tout cas, cette franchise aussi que tu as de pouvoir le dire. Oui, ben je sais pas faire autrement. Je t'ai dit, hein, dans notre famille, on ment pas, donc Quel est le regard que tu as sur la femme que tu es aujourd'hui? Alors tu l'as déjà évoqué à plusieurs reprises, mais aussi sur la mère que tu es, aujourd'hui à travers, alors sans pouvoir te ramener à la maladie de ta fille, mais, tu as eu une vision aussi tout à l'heure quand tu as dit: «La vie m'a donné» et ça m'a marqué quand tu l'as dit tout à l'heure, m'a donné cette épreuve de vie-là. Comment tu te regardes et comment tu la regardes, cette femme que tu as pu aussi décrire à travers ton livre? eh ben, je ne sais pas. Heu, enfin, je ne sais pas. C'est hyper difficile et souvent, les gens qui en parlent le font beaucoup mieux que moi. Alors comme maman, ben, tu vois ce que bah, tu as dû voir la semaine dernière là sur Instagram, j'ai partagé la photo avec Clara Oui, parce que, ben, elle est en Australie oui. aujourd'hui et quelquefois c'est pas aussi rose que qu'on pourrait le croire et donc je suis une maman qui répond à sa fille à 3 heures du matin et qui va parler avec elle jusqu'à 5 heures du matin Oui. parce qu'il y a le décalage horaire et qu'elle va pas bien et je suis une maman qui, parce que, elle a un enfant qui est au Mexique et l'autre en Australie, et ben, choisit de consacrer toutes ses vacances à aller une fois au Mexique et une fois à Bali pour rencontrer ses enfants, Mmh. pour leur montrer, ben, maman, même si, ils sont grands, hein, ils ont Oui. 27 et 25 ans aujourd'hui, mais maman est là et elle sera toujours là quoi Mmh. qu'il arrive en essayant de pas les étouffer. Tu vois, je leur ai demandé aussi, hein, moi je leur ai dit: «Je vous propose, mais si vous avez envie de rester tranquille, il y a pas de souci, je vais voyager ailleurs, hein». Je me Tu doute. vois? Et donc là, pareil, Clara, je lui ai dit, je dis: «Écoute, moi» parce qu'en plus là, elle voyage aussi avec ses amis, elle part un mois à Bali, enfin en Indonésie et je dis: «Écoute, moi je veux pas te l'imposer, mais je ne peux venir qu'à cette période-là, qu'est-ce que» et finalement voilà, on s'est mis d'accord que et je la rejoins et c'est chouette. Je veux dire, moi, quelle mère, en tout cas, j'essaye d'être une maman, qui sera toujours là, quoi qu'il arrive et c'est toujours ce que je leur ai dit. J'essaye d'être une maman, attentive, de leur parler. J'essaye, de leur dire que la porte sera ouverte quoi qu'il arrive, hein. Tu vois? C'est important là, quand j'entends, quand j'entends et que je vois certaines choses, je me dis: «C'est pas possible, tu peux pas faire ça quand tu es parent» et quel que soit l'âge. Et c'est vrai que quand Clara, elle partage derrière en disant: «Merci, même à des milliers de kilomètres, je sais que tu seras toujours là pour moi», bah, ça fait chaud au cœur, C'est tu vois? sûr. Et après voilà, ce que disent les gens, c'est un peu ce que tu as dit, ça me touche toujours parce que je moi, je sais pas me voir comme ça. Et tu vois, là, j'ai vu, je sais pas si tu as vu, mais dans le bullet journal, il y a une lettre à moi-même que je dois m'écrire. Je me suis mis ça comme objectif, sur alors le bullet journal, je le partage que sur TikTok, tu vois? Oui, c'est C'est sur TikTok. c'est différent Mmh. et elle est toujours pas écrite là Non. et Mmh. et j'ai du mal à C'est écrire un cette challenge. lettre à moi-même, Ouais, pour l'année prochaine, pour l'ouvrir et je voulais m'en faire une pour dans 10 ans et oui, c'est ça, j'ai une belle beaucoup de mal invitation. à Mmh. ouais, Mmh. je pense qu'on devrait se le faire. Ouais, vraiment. Parce que ça pourrait nous apporter quelque chose Mmh. et par contre, souvent, ce que je dis aux gens que je coach ou aux gens que j'accompagne, je dis: «Mais qu'est-ce que dirait, ton toi?» donc qu'est-ce que, bah, par exemple, Marion, qui a 10 ans de plus, pourrait te dire aujourd'hui pour te guider, tu vois? Ça, je me le dis tout le temps et donc qu'est-ce que oh mon Dieu, mais si, la Christine d'aujourd'hui avait pu parler à la Christine il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, elle Mmh. lui en aurait dit des choses, hein. Ouais, ouais, ouais. Genre: «Fais-toi confiance, et n'admets jamais que personne ne puisse te manquer de respect surtout. Mais fais-toi confiance». Parce que je pense que
Et hier, je le disais à une collègue en tant que déléguée syndicale, voilà, qui vit des violences dans son école, Mmh. et elle hésitait. Et je lui ai dit cette phrase, je dis, tu sais, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mmh. Oui. À partir du moment où je pense qu'en soi, on a le doute d'être victime de violence, on a le doute euh, de se dire que c'est pas normal, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a un morceau de nous qui est déjà conscient que ça n'est pas normal. Et donc, il faut y aller, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent, c'est faites-vous confiance et faites confiance en votre cœur parce que de toute façon, lui ne se trompera jamais. C'est fort et ça résonne aussi au vu du livre là sur lequel tu es en train de, en tout cas, d'écrire ce que tu viens de nous évoquer sur les violences faites aux femmes. C'est vrai que ça prend aussi toute une tournure particulière aussi quand on a cette phrase-là aussi qui résonne. Justement, pour terminer peut-être cet épisode, Christine, j'aurais peut-être 2 questions. Aujourd'hui, tu œuvres pour continuer donc de sensibiliser au cancer pédiatrique. Tu œuvres de quelle façon? Alors pour le roman, quand j'ai sorti le roman Moi j'ai pas le cancer, il y a une partie alors très matérielle des bénéfices que j'ai reversés à diverses associations, donc les associations que je rencontre dans mon tour de France Ouais, à c'est ça. vélo. Mmh. Et pour une nana, un rêve, un vélo, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Sauf qu'au bout d'un moment, faut aussi se regarder. Mmh. Et tu vois, Clara, la prochaine opération qu'on doit lui faire, c'est une opération qui n'est pas remboursée. C'est une greffe de cellules souches Mmh. qui va coûter, que j'ai dit que je lui payais, qui va coûter 3 800 €, qui n'est pas remboursée. Je te parle de la part non remboursée. Ouais. Et parce que ça n'est pas encore reconnu. C'est reconnu dans plein de pays et ça n'est pas encore reconnu en France. Waouh. Donc, je me suis posée face à moi-même. Alors, il faut savoir que je ne vends pas des dizaines de milliers de livres, hein, Mmh. pas encore. Peut-être ça Mmh. viendra, C'est mais tout pas c'est encore. tout ce que je te souhaite, Donc, ouais. je suis écrivaine indépendante, donc je paye un graphiste, je paye une correctrice, je fais absolument tout moi-même. Et donc, il n'y a pas non plus des bénéfices de fou, hein. Mais si bénéfice il y a, ben, cette fois, j'ai dit que ça serait pour payer les opérations Bien de ma sûr, fille. c'est évident. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal, hein, à prendre cette décision, Marion. Ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que, bah, voilà, je voulais donner encore et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Ben, quand on vendra des millions, on Mmh. verra bien. Mmh. Pour l'instant, avec les centaines que tu vends, Ça fait sens. heu, Mmh. ouais, ou les milliers», enfin, c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un que les gens aiment lire, donc je vends quand même un peu de mes livres. Mais donc voilà, si bénéfice il y a, ça sera pour payer ces opérations. Et ça fait encore plus sens, tu sais, je pense, Christine. En tout cas, pour nous, lecteurs, c'est en fait, c'est presque, la fin dont on entend totalement. Donc non, non, mais après, je veux bien croire que c'est tout autre aussi comme exercice, surtout quand on est une personne qui est généreuse comme toi. Donc c'est sûr que, ça demande, mais c'est aussi intéressant d'avoir là, aussi cette somme que tu viens de donner pour l'opération qui est pas prise en charge et de savoir aussi, tout ça. Je pense que ça fait partie aussi intégrante du sujet. Donc ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup de chemin. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait un petit peu d'avancée par rapport à la période dont tu nous parles pour celle de Clara, mais je pense qu'elles sont très minimes. Si tu peux me confirmer ça, en tout cas, depuis l'époque, depuis 2014. Oui, oui, oui. Et bah, tu as dû voir, là, le président de la République française m'a écrit à la fin du rail des Oui, colibris pour me féliciter. oui, C'est assez, ben, voilà, j'invite les gens à lire le livre mmh, parce que c'est assez drôle comme ça oui, s'est passé. Et moi, j'ai quand même demandé à le rencontrer pour en parler plus. Et ben voilà, il a plus le temps, quoi. mmh, Après, voilà, il me dit dans son courrier qu'il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour la recherche pour les enfants. Je pense honnêtement que c'est vrai. Après, voilà, j'ai des parents qui m'ont dit que avant même qu'il soit président, largement avant, il visitait déjà les hôpitaux pour oui, enfants. mmh, Donc voilà, j'ose espérer, mais il y a quand même des trucs, moi, qui me blessent. Mais quand je dis qui me blessent, bon, voilà, on a eu un discours que je ne peux pas regarder parce que moi, ça me fait tellement mal à l'intérieur de moi. Mais quand je dis ça me fait mal, ça m'angoisse même, tu vois. Et quand je vois qu'un repas de 6 millions d'euros a été organisé avec notre argent,
tu vois, même là, d'en parler, ça me fait Mmh. vraiment très mal. Mmh. Je me dis: «Mais moi, si j'étais présidente de la République», Oui, bon, Christine. je ne pense pas que ça arrivera, ça n'est pas du on n'en est pas là, mais je me dis: «Mais comment je pourrais me regarder dans le miroir le matin en sachant qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours, en sachant que le cancer, c'est quand même la première cause de maladie des enfants, Mmh. de mort par maladie des enfants. Oui, c'est ça. Je veux dire, comment je pourrais me regarder dans le miroir le matin en organisant un repas à 6 millions d'euros? Mmh. Je veux dire, OK pour limite un bon resto, Mmh. mais pas, mais Non, bon, 6 000 000, je serais honorée de moi-même de dire que j'ai un budget de 6 millions d'euros, que j'en ouais. réserve, allez, 1000 pour un repas et que les 5 999 Mmh. 000, je les donne pour n'importe quelle autre œuvre Mmh. en disant: «Écoutez, cette année, il y aura pas de tu vois, ça m'énerve tellement là. Mais ouais, mais non, Quand mais c'est je vois important, le ouais. Mmh. budget de coiffure Mmh. de nos dirigeants politiques qui ont 3 poils sur le caillou, Oui, mais les vraiment, gars, vraiment. Non, non, vraiment. Ça veut en dire non! beaucoup. Mmh. Tu vois, dépenser cet argent pour une chose, une fois, un député m'a dit: «Oui, mais dans les budgets, il y a telle partie qui est réservée pour ça, telle Mmh. partie qui est réservée pour ça. Tu sais, Christine, on peut pas faire comme on veut». Oh les gars, vous êtes députés, Mmh. et ben maintenant telle partie c'est pour la recherche, telle partie c'est pour ça. Lâchez Mmh. vos privilèges, Mmh. lâchez vos privilèges. Mmh. Et puis, faites comme, je ne sais plus dans quel pays nordique, allez de l'Assemblée nationale à je ne sais pas où à vélo. Bon sang, Oui, c'est vrai, montrez ouais. l'exemple, Oui, c'est ça. montrez l'exemple. Ça demande beaucoup, effectivement, mais voilà, je c'est vrai que ça met en doute sur la capacité, en tout cas, des dirigeants de notre pays à pouvoir le faire un jour, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la couleur d'ailleurs, politique, Ah mais c'est pas le oui, sujet. Tu as encore plein de choses à faire, il me semble, Christine. oui, ben, qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à des gens comme toi qui donnent la parole, il y a Tu me que donnes bien. voilà, on aura plus la parole. Ouais, non, mais ça fait du Mais, bien, ouais, ça fait du bien d'entendre, en tout oui, cas, je tout ça. pense qu'il faut, et tu vois, alors moi, je me sentais, enfin, je pensais que je changerais jamais. Et quand j'ai eu 50 ans, beaucoup de gens disent 50 ans, c'est un virage. Alors, moi, je disais, moi, non, moi, ça ne Mmh. m'arrivera pas. J'aurai 50 ans, je ne vais pas changer. Eh ben, j'ai presque fait un burn-out, hein, j'en ai Ouais. quasiment pas parlé. Il y aura un livre d'ailleurs qui sortira dans 4-5 ans, je pense. Mmh. Mais, donc j'ai fait mes 50 ans, voilà, ça s'est passé, voilà, tout a été très bien. Mais quelques mois après, j'ai eu une énorme prise de conscience sur t'es quand même plus près de la fin que du début. Mmh. Mmh. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cette urgence de Mmh. partage. Ouais. Mmh. Ça se Parce ressent. que avant, on avait beaucoup la transmission orale. Mmh. Beaucoup de gens disent quand ils me lisent, on a l'impression, et c'est vraiment ce que je veux faire transpirer, tu vois, c'est on a l'impression qu'on est au coin du feu et que Christine nous parle. Oui, c'est vrai. Mmh. Et après, les gens me disent, mais j'ai l'impression d'être amie avec toi. Mmh. C'est C'est très vrai. émouvant d'ailleurs, hein. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai l'impression d'être amie aussi avec tous les gens que je Mmh. côtoie sur les réseaux sociaux. Quand je les vois, j'ai l'impression que je les connais depuis très Mmh. longtemps. Mmh. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas partager tout ce qu'on a appris. Et finalement, le livre reste le seul moyen de partage. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai cette urgence aujourd'hui d'écrire. Alors, je ne le fais pas rapidement parce que j'ai besoin que ça soit bien mûri. Je ne suis pas quelqu'un qui va écrire un livre tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, parce qu'il a besoin d'un long temps de maturation. Et je veux qu'il soit bien fait, réfléchi, relu par plein de Ça gens. infuse, Je ouais. fais à peu Mmh. près Mmh. 80 corrections par livre. C'est-à-dire que chaque livre, je le relis au moins 80 fois, Mmh. complètement. Et je le fais relire par au moins 10 ou 15 personnes à chaque fois, tu vois. Et je me dis, il faut partager, il faut qu'on gagne du temps. Tu vois, comme je le dis dans la petite vidéo sur le rail des colibris qui est épinglée sur mon Insta, on est dans l'urgence. Je pense qu'on est vraiment, tu vois, un peu comme Greta Thunberg le dit, on est aujourd'hui, la société va à toute vitesse et il faut vraiment partager tout ce que nous, on peut, toutes les personnes qui ont, mais les gens comme toi aussi qui font des émissions
incroyable. Moi, j'ai adoré sur les merveilleuses. Je trouve ce terme magnifique. Heu, on est dans l'urgence, il faut partager et je pense que plus on partagera, peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas les effets, mais dans tous les C'est cas, ils certain. seront là. Mmh. Les graines vont j'aime beaucoup cette histoire, je sais pas si tu as entendu parler, c'est l'histoire d'une dame qui prend tous les jours le même trajet en car et qui tous les jours jette des graines par la fenêtre. C'est une personne âgée et elle jette ses graines par la fenêtre tous les jours. Puis au bout d'un moment, il y a un petit quelqu'un qui la regarde là, je sais pas qui, enfin, dit: «Mais ça sert à rien ce que vous faites» et elle sourit juste et elle meurt. Elle meurt de vieillesse, hein et en fait, partout où elle a semé des graines, il y a des plantes qui ont poussé et donc les enfants quand vont à l'école, ils ont toutes ces plantes et avant il y avait rien et je trouve ça beau comme histoire parce que je pense effectivement on plante des graines. En tout cas, il faut rester au maximum avec le cœur et la bienveillance parce que finalement, il y en a qui me disent aussi des fois: «Ouais Christine, mais toi tu es dans ton monde de bisounours» et ben, tant mieux et si on pouvait tous l'être un peu plus et ben, ça serait peut-être bien pour au moins commencer par notre environnement proche et puis après, bah, tant mieux si ça pousse plus ailleurs. Mais je pense, effectivement que l'effet papillon est est là et qu'il est chouette. Quand tu vois qu'une nana qui prend son biclou toute seule à 50 balais, qui fait le Tour de France à vélo et qui pensait aller parler au président de la République, puis qui se dit: «Bah, de toute façon, il y en a rien à foutre, Ouais. Mmh. donc ça sert à rien» Mmh. et qui 15 jours après reçoit un courrier du président de la République qui en a entendu parler, Mmh. je me dis que, ben, quoi qu'on fasse, Ouais. il y a forcément un Toujours. effet. On ne sait pas Toujours. lequel, on ne sait pas Ouais. pourquoi, On sait pas quand mais aussi des fois, mais ouais. et on ne Mmh. sait pas quand, Mmh. mais il faut le faire et donc tu Totalement. vois, c'est pour ça aussi que j'ai cette idée de littérature jeunesse. J'ai enfin trouvé comment j'allais faire parce que je pense que, ben, les enfants sont très importants pour le partage parce que, ben, nous, on est en tout cas moi, je suis vieille et eux, c'est l'avenir de demain et plus on leur aura partagé, de belles choses qui seront ancrées en eux et plus ils pourront eux aussi en partager. Mmh. C'est les fleurs qui poussent que tu as dit tout à l'heure avec ces fameuses graines, ça Ça. résonne aussi de cette manière-là. Écoute Ouais. Christine, waouh, merci beaucoup pour cet épisode vraiment. Merci du fond du cœur. Tu sais à quel point je suis très attachée, comme tu dis tout à l'heure, on s'attache très facilement, à toi. Et puis aussi on se nourrit aussi beaucoup, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement solaire et rayonnante, à travers aussi ta vulnérabilité, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie non plus de voiler. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu transmets, toutes ces informations. Et j'invite vraiment, et j'inviterai toujours de toute façon toutes les personnes qui nous suivent aussi à aller lire, à aller se nourrir de ce que tu postes, parce que même si c'est un sujet qu'on ne connaît pas, c'est un livre qui est très impactant aussi pour les mères, les femmes que nous sommes. Je ne sais pas si tu avais un message de fin à faire passer. Ce que j'ai envie de dire, c'est croyez en vous, Mm, qui que vous soyez et ce que je disais tout à l'heure, déjà apprenez à vous aimer oui. tellement fort que du coup, plus rien ne pourra vous ébranler parce que vous aurez suffisamment confiance en vous et je pense que toutes les violences, qu'elles soient médicales, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient enfantines, quelles qu'elles soient, si les gens s'aimaient, je pense que c'est ce que j'ai peut-être appris aussi, c'est que si on s'aimait suffisamment pour se respecter suffisamment, et ben on n'accepterait pas que les autres nous manquent de respect et d'amour et de bienveillance. Mm. Merci beaucoup, Christine. Je pense que c'est plus que nécessaire. En tout cas, ça a été aussi le fil rouge de tout l'épisode, donc merci infiniment. Est-ce que tu sais déjà peut-être pour nous dire quand est-ce que le prochain livre tu es en cours d'écriture ou tu sais quand est-ce qu'il va être publié? Alors, j'ai toujours de grandes ambitions. Ah! Pour le Nana rêve un vélo, j'avais donné 6 mois, il est sorti 18 mois après. Bon, il y a une petite marge. Alors Mais parce qu'en fait, je pense toujours que ça va aller vite et bien puis je sûr. suis peut-être quelquefois un peu trop méticuleuse, Mmh. donc là, je suis en phase d'écriture, j'ai enfin trouvé l'accroche, j'ai enfin écrit les 50 premières pages. D'accord, OK. Donc c'est Donc en cours. ouais, c'est en cours d'écriture.
J'espère que l'été prochain, on sera bien avancé. Pas cet été 2024, hein, l'été 2025, on sera bien 2025. avancé. D'accord. Au début, je m'étais dit en novembre pour Noël 2024. Mmh. Tu vois, là, je suis déjà en train de Ouais. parler de l'été 2025. Oui, ça laisse une marge de En fait, progression. ben, on peut aussi lancer, si tu es d'accord, un appel là sur les réseaux. Je vais lancer un sondage bientôt sur les réseaux sociaux parce que, comme je te l'ai dit, ça sera pas. J'aime écrire à partir des histoires vraies. J'aime écrire parce que je pense que ce qui se passe dans la réalité, il n'y a pas besoin d'inventer, quoi. On n'a pas besoin d'inventer. La réalité est déjà tellement surprenante qu'on ne pourrait même pas inventer des choses aussi surprenantes. Tu vois, le passage du principal de collège Oui, dans le livre est saisissant. réel. Mmh. Et à chaque fois, les gens me disent, mais ça, tu l'as inventé. Je dis, mais Mmh. comment veux-tu que j'invente ça? Non. Ouais. Donc, en fait, je vais lancer un appel là sur les réseaux sociaux bientôt, dans quelques jours, pour chercher des témoignages de femmes qui ont vécu des violences et celles qui voudront, quelles qu'elles soient, hein, elles peuvent être aussi médicales parce que ça, on a aussi des violences gynécologiques qui existent. Donc des violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient, celles qui voudront bien me partager, ça sera bien sûr une autofiction, hein, donc une fiction, euh, une fiction de femme. Et toutes ces violences, je les partagerai d'une certaine manière par des amis qui rencontreront le personnage principal, tu vois, et pour donner la parole aux femmes. Donc il y aura, voilà, il y aura cet appel parce que j'ai des danseuses. Tu vois, je t'avais dit que j'avais été danseuse et une fois j'ai partagé un témoignage, je sais plus quoi, et une de mes anciennes danseuses, donc tu vois, une jeune femme, quoi, une jeune femme de 25 ans, qui m'a partagé son témoignage de femme battue, assez impressionnant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres, parce que je fais aussi des conférences, le féminisme, est-ce une histoire de femmes? Point d'interrogation. Il faut savoir que ça, c'est les chiffres du ministère, hein. Attends, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 35% des hommes entre. Alors, il y a peut-être 2-3% d'erreurs, hein. Des hommes entre 25 et 35 ans trouvent normal d'user de violence pour faire comprendre quelque chose à leur conjointe. En 2023, ces chiffres c'est ouais, tu vois, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on ait des chiffres comme ça. Donc, l'idée, tu vois, c'est de faire un livre qui puisse aussi être un outil pour les femmes en se disant ton homme dit que ta jupe est trop courte, ça n'est pas normal. Tu vois, en remettant de manière très factuelle avec ça ne sera pas des notes à moi-même, j'ai pas encore trouvé comment je le signifierai Mmh. à la fin de chaque chapitre, mais bon, ça sera des situations qui peuvent sembler banales, parce qu'il faut savoir qu'à l'école, on apprend aux enfants que le féminin l'emporte sur le masculin. Mmh. Oui. Tu vois, c'est Mmh. non, je ne peux plus, en tant que maîtresse, dire cette phrase aux élèves. Ça n'est pas possible. L'histoire fait que l'écriture n'est pas neutre aujourd'hui, mais ceux qui me liront verront que dans certains livres, j'ai pris des largesses. Et, enfin voilà quoi. Donc tu vois, c'est un livre que je veux très aidant aussi, et d'une manière très factuelle, très Ouais. concrète. Mmh. Très concrète. Donc, pour aider que les femmes qui le liront, si elles sont dans une situation de doute ou dans une situation aveugle, Mmh. elles puissent se dire, mais enfin, ça, c'est pas Pas normal. normal. Mmh. Et là, merci aux réseaux sociaux. Tu as dû voir sur mes réseaux, il n'y a pas longtemps, j'ai partagé un sondage, j'ai fait un sondage sur mes réseaux, je ne sais pas si tu l'as vu. Mmh. J'ai demandé aux personnes qui me suivent, est-ce que, avec le témoignage de Juliette Godrèche, Judith Godrèche, j'ai oublié Oui. son nom, Oui. heu qui disait: «J'ai appris avec la vie à dire non», et donc du coup, j'ai partagé sur les réseaux sociaux un sondage. La première question: «Est-ce que on vous a appris dès toute petite à dire non?» Mmh. La deuxième, c'était: «Est-ce que, ce sont les réseaux sociaux qui vous ont appris?» La troisième, c'était: «Est-ce que j'ai appris à dire non avec le temps?» Et la quatrième, dire non, bah, enfin voilà, c'est une Mmh. petite boutade, la quatrième. Mmh. 80 des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont appris avec le temps à dire non. Ouais. On leur a jamais appris à dire non. Mmh. Et 20 l'ont appris grâce aux réseaux sociaux. Et tu vois, 0 Mmh. ont appris dès Non. l'enfance à Mmh. dire non.
Mmh. C'est pas un sondage, il y a rien de scientifique dans Ah ce oui, non, mais sondage. je pense que c'est très révélateur, Christine, bien sûr. Mais Mmh. je veux dire, j'espérais quand même que dans ce sondage, il y ait enfin honnêtement, je pensais que dans ce sondage, avant de le publier, j'aurais 80 ont appris à dire non des petits Mmh. et 20 allez, 18 avec les réseaux sociaux et 2 Mmh. avec le temps. Franchement, Mmh. j'aurais pensé à ça. Ouais. Mmh. J'étais Ça m'étonne vraiment, pas. Ça m'étonne pas. Ça comme tu m'étonne dis, c'est pas. saisissant. Oui, vraiment, c'est saisissant. Enfin, moi, en tout cas, ça me touche beaucoup et d'autant plus tout le discours que tu viens de faire passer que je relayerai parce que c'est aussi, mon combat. En tout cas, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé aussi mon podcast et à l'avenir aussi, j'espère pouvoir donner la parole, à ces femmes. Mais, voilà, c'est jamais évident, c'est jamais un exercice facile aussi de pouvoir, parler et de décrire, ce type de situation. Mais je relayerai, c'est certain et je peux qu'honorer en tout cas et voilà, te dire un grand merci aussi, personnel aussi pour tout ce que tu fais par rapport à ça, tout ce que tu vas faire et j'ai déjà hâte de pouvoir le lire en tout cas. Mais voilà, un immense merci Christine pour tout. Je suis vraiment ravie d'avoir croisé ton chemin, et Et ça s'arrête merci, pas là. merci beaucoup Marion. Merci beaucoup et une belle continuation à toi, vraiment. Merci, merci beaucoup. Merci Marion, merci pour tout. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.